Euh, Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes le professeur Eloge Anissé Nkonko, professeur des universités, professeur des facultés des droits, dans les universités catholiques sous l'égide du Vatican, dans les universités de la Commonwealth britannique et les universités francophones. Et nous sommes procureurs internationaux des affaires pétrolières, minières et énergétiques des Nations Unies, et nous sommes aussi le secrétaire général des Nations Unies élu qui va prendre le pouvoir le 1er juillet 2022, donc dans quelques jours. La première des choses, nous sommes, comme vous savez, que nous allons prendre le pouvoir à un haut niveau, donc des menaces s'accentuent, les poisons aussi pour prendre notre vie, mais nous n'avons pas peur parce que nous venons de loin. Nous venons de loin et nous avons vu des gens mourir. Nous venons de très loin. Celui qui a été choisi par l'Éternel le sera jusqu'au bout. Et nous n'avons pas peur de l'ennemi, nous n'avons pas peur de qui que ce soit. Nous avons juste peur de Dieu. C'est tout. Nous avons juste la crainte de Dieu, mais nous n'avons pas la crainte des humains. Nous appelons le monde entier, les peuples du monde entier, à ce grand rendez-vous non maçonnique, ce grand rendez-vous à New York pour la passation de service entre l'ancien secrétaire général de l'ONU, en tout cas il sera ancien déjà le 1er juillet, l'ancien secrétaire général de l'ONU, son Excellence Antonio Guterres, et le nouveau qui arrive, son Excellence le professeur Eloge Anissé Nkonko. Donc ça c'est important. Toujours dans les menaces, nous nous retirons, parce que nous nous retirons dans tout contrat sans consentement avec la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie nous amène des hommes, la franc-maçonnerie a engagé un Marocain de là où j'habite, donc on lui donne des médicaments, on lui donne de l'alcool pour dire qu'il est fou et que comme psychopathe pour nous faire du mal. Et puis le dossier judiciaire va déclarer qu'il est fou. C'est un Marocain, c'était d'abord un Gabonais, maintenant c'est un Marocain, et puis finalement on a recruté ma propre sœur de Saint-Domingue, qui s'appelle Kendi Aguero Meka. Kendi Aguero Meka, on est en train de lui faire un chantage avec son mari qu'on a mis en prison, et finalement, sans mon consentement, elle se présente comme étant ma femme. Non, je n'ai pas de femme dans la franc-maçonnerie, et j'avais pris un engagement d'une sœur religieuse. Nous sommes engagés, pas moi. Nous deux, nous sommes engagés à Nairobi, à Karen, une sud-africaine, donc une sœur religieuse de la congrégation du sang de Jésus-Christ, donc Blood Congregation of Jesus Christ Precious Blood. Donc et nous sommes engagés. Je pense qu'il y a beaucoup de vidéos, vous pouvez aller voir. Et nous n'allons pas être président avec une femme. Le secrétaire général des Nations Unies n'est pas obligé d'avoir une femme. Et nous n'irons pas dans la voie où on va nous amener, non, il est président, et puis avoir une femme comme Mandela, non. Nous avons été élus comme secrétaire général des Nations Unies, point. C'est le vœu de Dieu, c'est le vœu de ma mère, mais c'est le vœu aussi de tous les peuples qui étaient avec moi
à la place des nations qui sont venus confirmer le Tibet en Australie, du Canada au Brésil. Donc c'est cela qu'il faut retenir. Le premier, je n'utilise pas des sosies. En cas de sosie, j'ai déjà envoyé à certaines personnes les 17 secrets. Il y en a plusieurs en biomathématiques, il y en a plusieurs. Mais 17 secrets des biomathématiques, vous allez reconnaître ça, c'est un sosie qu'il faut le lapider, il faut l'arrêter. Okay? Il faut l'arrêter. Donc, on a engagé Kendi Aguero Meka, qui ici en Suisse, qui représente la franc-maçonnerie ici, et qui se présente dans les réseaux maçonniques comme ma femme, et qu'elle déclare que nous devrons être dans une maison ensemble, et que le 3 non. À Kendi, j'avais montré ma femme, j'avais téléphoné en Afrique du Sud et je lui avais montré ma femme. Donc je n'en ai pas deux, je n'en ai pas trois, mais j'ai juste une seule femme, bien que la loi me permet d'avoir plusieurs femmes. Okay? Pour mes anciennes copines, nous resterons toujours amis parce que vous m'avez mis du poison, certains ont été utilisés, mais je ne garde pas cette colère en moi. Donc je vous dispense de ma colère, mais nous serons toujours amis, mais sauf que lorsque vous avez tenté de me tuer, je ne peux plus ouvrir la porte à ma vie comme ça, parce que je suis maintenant... j'ai pris le temps, durant tout ce temps de maltraitance, de captivité, de voir qui est avec moi et qui ne l'est pas, et qui représente un danger en moi. Ce n'est pas tout le monde qui sont appelés à être à côté de moi, mais tout le monde est appelé à recevoir mon aide de façon privée, mais aussi dans l'exercice de mes fonctions comme secrétaire général. Donc ça, il faut le mettre dans la tête. Tout de suite, je m'en vais traiter. Tout de suite, je demande au pape François, parce que quand je serai secrétaire général des Nations Unies, assis déjà le premier, je ne pourrai plus revenir en arrière, je ne serai plus conseiller du pape. Mes fonctions comme conseiller du pape, conseiller du collège épiscopal du pape en matière d'environnement, en matière des ressources naturelles et des changements climatiques, prennent fin le 1er juillet. Donc aujourd'hui, nous sommes le 3 juin, et je demande respectueusement au pape François, mon allié, la béatification du cardinal Émile Biayenda. La béatification du cardinal Émile Biayenda. Et je lui demande avant le prochain conclave, s'il vous plaît, votre sainteté, de béatifier le cardinal Émile Biayenda. Vous avez le dossier là-bas, le dossier a été bloqué par ces tueurs. Le cardinal Émile Biayenda avait été assassiné le 22 mars 1977. C'est le premier cardinal, après avoir arraché son doctorat sur les valeurs Congo, voyez-vous, les valeurs Congo. Donc nous sommes dans la même lignée que le cardinal Émile Biayenda, la lignée des Kimpavita, de la reine Kimpavita dans le royaume Congo. Donc il va faire sa thèse, de doctorat en France sur les valeurs et les traditions Congo. Donc personne ne connaissait mieux la tradition Congo que lui.
Nous sommes donc dans la même tradition que le président Fulbert Youlou. Et le cardinal était un homme intelligent, un homme super intelligent. Je n'oserais pas enlever ses sandales. Hein. Je ne pouvais pas lui arriver à la cheville. Il était un homme super intelligent. Il y a des témoignages et tout ça. Un homme dévoué à l'Église, à servir Dieu. Mais un homme aussi saint. Saint. C'était un saint parmi les vivants. Si bien que le pape Paul VI prévoyait que le premier pape noir sera le cardinal Émile Biayenda. Le cardinal Émile Biayenda, le premier pape noir. Un homme de haute intelligence, un homme de haute intégrité, mais il était aussi saint. 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 Donc c'était le premier cardinal, je pense, de l'Afrique subsaharienne, ou en tout cas de l'Afrique centrale. Donc, nous demandons respectueusement au Vatican, en ma qualité de conseiller personnel du pape François, qui a contribué beaucoup dans les journées mondiales de la jeunesse, qui a participé à la synodalité, qui a participé justement à faire avancer la cause de l'Église comme catholique. Je rappelle que je suis kimbanguiste, hein, par ma naissance, la tradition. L'Église catholique ne rejette pas nos traditions. Okay? Je suis catholique, je suis kimbanguiste et je suis machoaniste. Ça, c'est la religion de mes ancêtres. Donc, je suis lié avec. Mais comme nous avons été colonisés, nous avons aussi bénéficié de l'enseignement théologique du Vatican, donc comme catholique. Et je suis professeur des universités et des facultés de droit des universités catholiques sous l'égide du Vatican. Les vidéos sont là, vous pouvez aller voir, mais je suis aussi conseiller du pape, donc conseiller du Vatican. Donc en cette qualité, je sais que le prochain conclave va arriver, il y a des changements qui vont arriver, mais je demande au pape François, sa sainteté, de ne pas laisser le cardinal sans béatification. Donc avant qu'il puisse quitter, je demande, et puis avant que moi je quitte mes fonctions de conseiller de pape, le 1er juillet comme secrétaire général des Nations Unies, je demande donc respectueusement au Vatican et au pape François, à sa sainteté le pape François, la béatification du cardinal Émile Biayenda. Deuxièmement, je veux vous parler d'une femme exceptionnelle. Le 19 décembre 1963, une femme qui sort du couvent, et un prêtre qui enlève la soutane pour aller enseigner, finalement va enseigner une très belle fille. Parmi ses étudiantes et ses étudiants, il va constater qu'il y avait une très très belle fille. En ce temps-là, on pouvait marier son étudiant. Emmanuel Kant d'ailleurs s'est marié avec son étudiante. Donc on pouvait se marier avec l'étudiante, mais pourvu que ça soit autorisé par l'Église. Donc le monsieur s'appelle Nkunku Gabriel, il a 21 ans, il est enseignant brillant, prêtre, qui a été consacré par Monseigneur Biéchi, envoyé au Gabon, à Lambaréné, il est revenu, envoyé à Léni pour une formation rapide des instituteurs, à Dolisie, ensuite envoyé à Fort-Roussé, mais avant cela, quand il va enseigner, quand il enlève sa soutane, il va donc enseigner. Le président Fulbert Youlou avait besoin des enseignants qui ont eu un enseignement moral, un enseignement théologique.
parce que l'Église devrait diriger les écoles. Aujourd'hui, il n'y a plus de morale quand les femmes vont nues et tout ça, tout ça. Mais avant, c'était respecté. Et les écoles, on avait besoin des enseignants à cause de leur intégrité, à cause de leur formation en théologie, à cause de leur honnêteté, de la morale qu'ils étudiaient et l'éthique au sein de l'Église. Et Gabriel Nkunku, M. Gabriel Nkunku, est l'un parmi ces enseignants-là. Donc ils vont enseigner parmi ces étudiantes. Il y a une étudiante très belle et très brillante. Ça sera donc ma mère Biyemi Hélène. Elle est née donc le 2 janvier 1947 et 1947 et n'a pas fait de longues études après parce que tout de suite elle est allée travailler. Elle a fait des études normales jusqu'au collège. Et puis, à ce temps-là, on ne demandait pas d'être à l'université. On a pris comme cadre subalterne à Socomab, donc la compagnie étrangère à Pointe-Noire qui coupait le bois. Donc, elle est engagée là-bas comme manager. Ensuite, elle va donc sera affectée brièvement à Hydro-Congo. André Nsatoabanto, qui était directeur de l'investissement, qu'elle connaissait très bien, va l'envoyer donc brièvement juste à Hydro-Congo. Ensuite, lorsque Satabanto est nommé directeur de l'investissement au ministère du Plan, il va donc l'appeler comme secrétaire au ministère du Plan. Donc elle a connu là-bas les ministres Louis-Sylvain Goma, elle a connu le ministre Moussa, ainsi de suite. Donc c'est là où elle va travailler jusqu'à sa retraite. Hélène Biyemi était une femme priante. Elle va porter un enfant que vous voyez ici, qui est né avec des miracles. D'abord, assisté par ma venue au monde n'était pas facile, puisque lorsqu'elle est enceinte, elle a 17 ans, le mari a 21 ans. Ils sont sortis, ils se sont mariés, mais ils sont toujours dans le cadre de l'Église parce que la religion nous encadrait, les encadrait. Donc, Madame Biyemi Hélène, qui est née à Kindamba le 2 janvier 1947, c'est la même localité que le cardinal Amalela Bombé, va venir donc s'installer à Manzakala. Manzakala, où le village de l'abbé Fulbert Yulu. Ensuite, elle sera à Mayano, à Ngangakobo, Mayano. Donc ses parents vont s'installer là-bas. Puis, mariée à mon père, elle va aller à Linzolo pour attendre la naissance de l'enfant. L'enfant est mystérieux parce que la matrone qui était là, qui faisait office de l'infirmière, est de la congrégation Saint-Joseph de Cluny. Donc c'est la sœur Maurice Philippe. Vous allez donc faire le lien que ma mère vient du couvent, mais à la naissance, la femme qui se bat, parce elle a fait, l'enfant ne voulait pas sortir, hein, c'était difficile que je sorte. Il fallait montrer un signe quand je suis venu. Donc, vous allez faire un lien, ma mère sort du couvent, ensuite ça sera une femme qui va la faire accoucher, qui est sœur religieuse, sœur Maurice Philippe. Ensuite, on va me confier à une autre sœur religieuse à 17 ans, sœur Chantal Le Bouteiller.
qui va me former dans le catéchisme et beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans la spiritualité. Je suis rentré dans le renouveau charismatique grâce à Sœur Chantal. J'étais en contact avec le père Tardif, Émilien Tardif, un grand charismatique. Je suis donc petit. Lorsque Monseigneur Kombo, on a confié la représentation de renouveau charismatique à Monseigneur Kombo. Donc j'ai rencontré Monseigneur Kombo au centre catéchistique à côté de Bayardel. Je veux rencontrer aussi le cardinal Émile Biayenda à Kindamba. Je suis petit, il vient de Malela Bombay, moi je suis petit à Kindamba 3. Mon père enseignait à Kindamba 1. Donc j'allais souvent à l'église et c'est là où j'ai vu le cardinal. Quand je suis rentré, sa bague était sur la table et quand il a senti, il était mystique, il a senti que quelqu'un venait et il savait que ce n'était pas le père Armel que je venais et je l'ai vu moi de loin comme aigle. Lui m'a vu de loin, mais moi aussi comme aigle, j'ai vu son geste quand il prend sa bague, il met sur son doigt. Et il m'accueille là-bas et on parle. Moi je suis petit, il me bénit là-bas, il prie pour moi et il dit que tu seras un grand chef. C'est ce qu'il m'avait dit. Après je vais aller chez Monseigneur Nkunku, je commençais donc à disparaître. Mais ce qui est plus important, c'est que c'est la vie d'Hélène Biyemi. La vie d'Hélène Biyemi qui donne naissance à un enfant mystique et on le lui dit. Il n'y a pas que Siméon, à Jésus que Siméon a dit que tout ça. Ma mère, il y a beaucoup qui l'ont dit. La sœur Maurice Philippe, ma mère est rentrée le soir, elle ne pouvait pas accoucher toute la nuit jusqu'à demain matin. Jusqu'à demain, lorsque le père Maurice qui est venu, sœur Maurice va lui dire au père Maurice que cet enfant-là ne sort pas, c'est un enfant mystique. Quand j'ai touché la main, j'ai introduit la main, je sens que l'enfant-là est mystique. Il y a quelque chose qui se passe. Et automatiquement, le père Maurice va rentrer dans l'église, va faire la messe, et juste au moment où il lève la communion, et moi je viens au monde. Donc vous allez faire aussi le lien avec comment je suis devenu vice-président du Messie à la cathédrale, le groupe de Messie, le Messie dirigé par Madame Manenou Lorette, qui était la sœur, la nièce à Monseigneur Nkunku Roch Auguste de Gomatiti. Vous allez faire donc ce lien. Donc j'ai beaucoup de choses à dire, mais que je ne peux pas dire. Mais Hélène Biyemi, c'est une femme priante. C'est une femme dévouée à Dieu. C'est une femme qui, elle aussi, a commencé à faire des miracles, à guérir les aveugles, à guérir ceux et celles qui ne pouvaient pas mettre au monde. Quand elle prie, toi tu vas aller mettre au monde. Tu as eu des césariennes, on t'a dit que tu ne peux plus mettre au monde. 2 fois, 3 fois, quand elle prie, elle débloque la situation du césarienne, c'est-à-dire elle pousse les limites de la science au miracle. Donc, ceux et celles qui ne pouvaient pas avoir un emploi, quand elle prie, tu vas avoir un emploi. Une maladie incurable, le cancer et tout ça, quand elle prie, tu vas le voir et beaucoup vont témoigner. Je crois que les francs-maçons se sont intéressés à ce don, comme ils veulent s'intéresser à ce que je suis, ce don de Dieu. Hélène Biyemi a servi dans la fraternité Sainte Bernadette pendant longtemps, pendant des années. Sainte Bernadette Soubirou, mais à Saint-Pierre-Claver à Bakongo. Ensuite, avec la vieillesse, elle devenait membre de la Scola populaire. Ensuite, elle est devenue membre de cette douleur.
Notre-Dame de Loire. Ensuite, elle est devenue servante de Notre-Dame de la Bonne Mort. Ensuite, elle était dans la chorale aussi. Donc, Hélène Biyemi a servi dans l'église, à la cathédrale, à Saint-Pierre-Claver, à Ngamboni, mais elle était aussi au Stade de Boué, voyez-vous, dans plusieurs églises. Donc, elle a beaucoup contribué dans les cotisations, elle a beaucoup contribué au fonctionnement de ces institutions-là. Elle a, par son argent, elle a investi dans les œuvres de charité et beaucoup de choses, surtout quand elle a travaillé dans le programme PAM, Programme Alimentaire Mondial. Là, j'allais oublier, ma mère a travaillé dans le Programme Alimentaire Mondial. Donc, depuis là-bas, on recevait les produits alimentaires, des produits et tout ça, qu'elle devrait donner dans le cadre de ses fonctions aux familles pauvres, ainsi de suite. Donc, elle a beaucoup contribué à se battre contre la pauvreté et à mettre fin aux discriminations, puisque c'était destiné à tout le monde. Ensuite, lorsque je confronte les francs-maçons pour leur dire que le piège qu'on est en train de me mettre pour me forcer d'être dans la franc-maçonnerie, jusqu'à présent d'ailleurs, sinon pourquoi je suis encore ici, les pièges, puisque les francs-maçons ne pouvaient pas m'avoir, dans l'intelligence je les ai battus, en matière des contrats et de la science j'ai prouvé que je ne pouvais pas être franc-maçon. C'est des connards, c'est des imbéciles, c'est juste des idiots, des imposteurs, justement des imposteurs. Ils se sont donc attaqués à ma mère. Ma mère donc me dit une semaine avant que il y a des gens qui sont rentrés chez lui et on était en train d'utiliser ses amis et les prêtres pour l'empoisonner. Elle m'a dit ça. Ensuite, elle va me dire que de ne pas suivre Chantal. Chantal, parce que elle avait des réseaux et elle a étudié Chantal. Et Chantal était dans la franc-maçonnerie et Chantal était un danger pour ma vie. Donc, ensuite, elle a dit de ne pas suivre Barack Obama. Quand elle a prié, elle a vu que Barack Obama était là pour me tuer, pour me faire un danger. C'est un danger, c'est un homme jaloux, c'est un homme faux. Tu es un homme de Dieu, tu as l'intégrité, tu as l'honnêteté. Donc, il ne faut pas suivre les gens. J'ai dit, j'ai travaillé avec lui. Et quand j'ai constaté qu'effectivement qu'il était faux, j'ai quitté. Ensuite, elle va me dire, attention, on m'a envoyé des militaires à la maison. Ensuite, quand j'échange avec ma femme Bongissa, Obama s'interfère. Obama, c'est la coupe, le WhatsApp, parce qu'Obama cherchait un endroit. Moi, je ne veux pas changer avec lui, je ne veux pas changer avec tout ça. Donc, on a enrôlé ma femme Bongissa, sœur religieuse, par force dans la franc-maçonnerie, et finalement, le seul lieu où je pouvais échanger avec elle, c'était WhatsApp. Donc, on bloque le WhatsApp, et puis je commence à échanger avec ma femme, et puis on bloque, et puis voilà, quelqu'un d'autre apparaît. Donc, c'est comme ça que j'ai reconnu Ruto, j'ai connu Malema, qui venait échanger avec moi en mal, je le dis bien. Ensuite, Uhuru Kenyatta, ensuite Obama, qui est venu me dire que ta mère va mourir. Ok? Moi, je ne savais pas qu'ils créaient leur classe 2020. La classe 2020 des francs-maçons, ils ont recruté des esclaves.
et vont venir et tout ça. Donc ma mère me dit, attention, chaque fois que tu refuses d'entrer dans la franc-maçonnerie, on vient me violer, chaque fois. On vient me violer. Ok? Mais ma mère m'a dit, quel que soit qu'on me viole, toi tu appartiens à Dieu. Il ne faut pas céder, il faut conduire ce combat, non pas pour moi, mais pour la multitude, pour plusieurs personnes dans le monde. Et je fais un lien avec ce que Elisabeth avait dit. Him also, he represents many people, hopeless, homeless, jobless, homeless, voiceless. Elisabeth l'a dit, la reine. Donc ce que ma mère m'a dit, c'est ce que Elisabeth me dit également. N'arrête pas parce que tu représentes ces gens. Donc ma mère m'a dit, quel que soit ce qu'on va me faire, n'arrête jamais de se battre et il faut être le secrétaire général des Nations Unies parce que au Congo, il y a la souveraineté. Donc quand tu seras président, tu seras limité par la souveraineté. Quand tu vas dans l'autre pays pour aller aider les peuples, on va parler d'ingérence. Voyez-vous? Mais quand tu es secrétaire général des Nations Unies, l'ingérence, on ne peut pas parler d'ingérence puisque les nations t'ont voté là pour régler certains problèmes qui n'ont pas pu, qui ne peuvent pas régler. Comme maintenant, là, vous voyez, tout le monde est prisonnier de la franc-maçonnerie, a peur, Afrimédia est fermé, on ouvre, on ferme, toutes les journalistes, les petites filles là qu'on a recrutées sont sous le feu. On doit leur dicter ce qu'elles doivent faire, on tue et tout ça. C'est un moment de persécution. Donc, le 7 juin 2020, ma mère et moi, c'est comme si elle savait. Moi, je reçois un signe qui n'est pas bien. Donc, je vois comme si quelqu'un va être tué. Je prends le téléphone, j'appelle, mais on me coupe le téléphone. On coupe le téléphone, je n'ai pas le droit d'appeler ma mère. Moi, je ne savais pas qu'ils avaient dit à ma mère que n'appelle pas ton fils en tordant de... Si tu appelles ton fils, on va te tuer. Elle leur a dit, comment mon propre fils, je ne peux pas appeler mon propre fils. Si vous voulez faire de moi ce que vous voulez, faites-le, mais je veux appeler mon fils parce qu'elle est sortie de mon ventre. Et finalement, on va l'autoriser à appeler, mais cette fois-ci, elle était dans les mains des militaires. Je crois que c'est ça ce qui les a envoyés, je ne sais pas. Elle était dans les mains des militaires, mais il y avait aussi, il y a Maurice qui est au Château d'Eau, qui est député, je pense, qui est député, je pense, soit du MCDDI, soit du PCT, je ne sais pas, et sa femme, là-bas. Donc, ma mère va me dire beaucoup de choses, va me rappeler quand j'étais petit, tout le film, ce qu'elle sentait, et quand je grandissais, ce qu'elle sentait en moi, et quand je l'avais guérie, parce que j'avais guéri ma mère, on a failli la tuer quand elle était riche. Quand elle était riche, à un certain moment, elle était riche, je pense qu'elle avait eu le poste de produit alimentaire mondial, je pense, programme alimentaire mondial. Donc, son salaire était élevé par rapport quand elle était à Sokomab. Parce que le programme alimentaire mondial, c'est l'ONU. Son salaire était élevé, donc elle était quand même aisée. Et à partir de là, on a failli, parce qu'il y a le tribalisme, il fallait pour mettre embauché là, il fallait mettre, je ne sais pas qui là, et puis on lui a jeté le poison et les produits traditionnels. Donc ma mère pourrissait, elle avait fait 6 mois, elle était en train de pourrir à l'hôpital. Moi je suis allé la chercher à l'hôpital, je venais, je crois, de Goma Tsetse chez Monseigneur Nkunku. Je fais aller
prier de retraite, donc je brûlais du feu. Je suis allé la chercher à l'hôpital, je l'ai ramenée à la maison et j'ai appelé la sœur Chantal de Bouteiller, justement, et j'ai amené aussi le groupe Prière et Vie. Et devant eux, j'ai touché ma mère. Et la femme qui était en train de pourrir commençait donc à se rétablir. On a prié et puis je l'ai touchée. J'avais du feu. Donc, c'est cette mission qui commence pour moi. Jusqu'à ce que Dieu me dit, non, je ne te veux pas pasteur maintenant, mais tu vas aller vers le pétrole, tu vas aller construire d'abord l'économie. Parce que un prêtre pauvre vend son cul. Mais quand tu bâtis l'économie pour les autres, quand tu vas prêcher la parole, ça va bien arriver. Et voilà comment ma mère, donc toute la journée, le 7 juin, m'a rappelé cela. M'a rappelé et tout ça. Tout le monde, justement, venait voir mon WhatsApp. Jusqu'à ce que elle me demandait des questions. Je lui ai dit, maman, dans la franc-maçon qui me persécute, là, tu sais ce qui s'est passé. Je lui ai raconté, voilà les pièges. Il y a beaucoup qui sont piégés. On ne dit même pas, on dit fraternité, mais ça devient autre chose. Le sang des innocents, le sang de ta famille, mais fraternité, égalité et tout ça. Donc, moi j'ai pris ces concepts-là de façon scientifique. Et les contrats ne sont pas valables si vous cachez quelque chose. J'ai expliqué à ma mère, elle a dit oui, j'ai compris. Donc, elle m'a dit, tu es le fils de Dieu. Donc, tu suis juste ton destin. Ne regarde pas ni à gauche ni à droite. J'ai dit, maman, je suis fatigué, on m'empoisonne. Elle dit, mais est-ce qu'ils ont pu t'avoir? Ils t'ont commencé à t'empoisonner quand tu avais commencé aussi ta thèse de doctorat. Nous sommes beaucoup d'années maintenant. Est-ce qu'ils ont pu t'avoir? Donc, les francs-maçons pensaient que ma puissance est chez ma mère. Alors que c'est moi qui ai la puissance. C'est moi. J'étais choisi. C'est moi. Et quand on a fini le 7, elle dit, raccroche, on va prier. Or, quand elle a dit raccroche, on va prier, non, après, j'ai entendu des bruits de pas de plusieurs personnes. Quand je fais le WhatsApp, ça ne marche pas. J'entends seulement la voix. Et j'entends ma mère en train d'être violée. Elle fait donc, ok. Donc, elle me dit aussi que Mbaya a donné sa mère, mais Mbaya Bonaventure aussi est dans le système. Elle m'a dit ça. Elle m'a dit que, bon, je suis allé, j'ai dit, ben, va voir Mbappé et notre Monseigneur Milandou. Tout ça, elle dit que Monseigneur Milandou, je suis allé lui parler, tout le monde est là-dedans. Après, j'ai senti, j'ai dit, à 70 ans, ma mère est en train d'être maltraitée là-bas. Or, on la giflait et tout ça. Donc, je fais le WhatsApp, ça ne marche plus. Quand j'ai entendu ça, ça va m'inquiéter. Or, ils avaient ravi son téléphone. Ensuite, j'ai tenté d'appeler toute la nuit. Ça ne marche pas. J'ai dit, il doit arriver quelque chose à ma mère. J'ai appelé des gens pour aller voir chez ma mère. Ces gens-là, le téléphone, on coupait. Chaque fois que j'appelais, puisque mon numéro s'affiche, on coupait. J'ai dit, ben, je veux dormir et puis le lendemain matin, je vais essayer encore d'appeler les gens pour aller voir ma mère là-bas. Donc quand j'ai dormi, à 3 heures du matin, je vois, j'étais ici à Genève, à la caserne de Vernet. Je vois l'immeuble trembler de la caserne de Vernet. Je vois un vent fort. Je demande, dans la salle, on était 4-5 personnes, je pense.
j'ai demandé, est-ce que vous entendez? Et tout ça, l'autre a dit, mais le bâtiment tremble. Le bâtiment tremble. L'autre a dit, mais j'entends un vent fort. Mais les deux autres là dormaient profondément et ne sentaient rien. Alors moi je ne pouvais pas dormir, mon lit a commencé à bouger comme ça. Et j'ai senti que ma mère était en train d'être violée dans un lit. Dans un lit. Dans un lit. Et aussitôt je me suis mis à genoux pour prier. J'ai prié, et le vent, or c'était le revoir que ma mère venait me dire, le vent est reparti. Et à 6 h du matin, mon petit frère, qui est en Afrique du Sud, m'appelle pour me dire que maman est morte, est assassinée. Est assassinée, donc violée et assassinée. Imaginez-vous que je n'ai pas, jusqu'à présent, je ne suis pas allé enterrer ma mère parce que mon argent a été bloqué aux Nations Unies et tout ça. Imaginez que le lendemain, là, Obama et Michel vont dire de classe 2020. Donc, c'est des criminels que je ne veux jamais une réconciliation. Jamais. Je peux pardonner d'autres choses, mais celui qui touche à ma mère, celui qui viole ma femme, je ne pourrai pas pardonner. Donc, voilà à peu près ce qui s'est passé pour ma mère. Donc, il faut, quand je serai à New York, je vais entamer des plus amples, parce qu'il y a des secrets qui se cachent, mais il n'y a aucun secret devant un procureur international des affaires pétrolières, minières et énergétiques. Il n'y a pas un domaine où il y a plus de secrets que le pétrole. Et je suis allé les chercher pour devenir le premier docteur en droit international du pétrole, des minerais et de l'énergie. J'ai détruit les services secrets du monde entier pour monter là. Donc ce n'est pas pour ma mère que je ne peux pas enquêter et avoir tout le dossier avec moi. Comme d'ailleurs pour le prince Philippe. Le prince Philippe. Donc, voilà un petit peu le résumé de ce qui s'est passé avec Madame Biyemi Hélène, la mère de toutes les nations, l'expertise internationale de toutes les nations en matière des ressources naturelles. Sans elle, je n'allais pas me battre pour les présidents actuellement. Sans elle, je n'allais pas me battre pour les femmes qui sont emprisonnées dans la franc-maçonnerie. Sans elle, je n'allais pas me battre pour les journalistes. Sans elle, je ne pouvais pas faire grand-chose pour les États-Unis. Sans elle, je n'allais pas reconstruire l'Afrique. S'ils détruisent, ce n'est pas moi. Sans elle, je n'allais pas construire le leadership énergétique du Canada, du monde entier, résoudre les questions énergétiques dans les pays de l'OPEC, en Arabie, en Asie, chez les dragons, en France. Voyez-vous, en France, il y a des Français qui n'ont jamais été dans le contexte de l'Institut français du pétrole. Mais qui suis-je pour être invité par le MEDEF et l'Institut français du pétrole? Qui suis-je pour être invité à Londres, à Dundee? Qui suis-je pour contribuer à Hydro-Québec? Qui suis-je pour construire le monde à l'Australie, de la mer Noire jusqu'à la mer Caspienne et jusqu'en Inde? Les Bakou et tout ça. Donc, il n'y a rien qui nous échappe. Nous sommes le magistère des ressources naturelles du monde, de l'Arctique à l'Antarctique. Il n'y a personne qui va nous battre. Nous sommes le plus grand juriste du 21e siècle. Donc, nous demandons respectueusement au pape François de mettre en place la congrégation Hélène Biyemi, des sœurs dévouées à Dieu
à l'exemple de Madame Hélène Biyemi. Okay? Donc nous appelons ça en anglais the Congregation Hélène Biyemi of Sister of All Nation Woman Freedom. So, nous avons créé la congrégation le 17 octobre 2020 et nous demandons au pape François de nous aider à l'implanter. Okay? The Sister of a Congregation will commit to God as a member, daughter of Hélène Biyemi, and never will be Freemasonry, never will receive money for Freemasonry, kill and Satanist kill my mother. Okay, so we ask to the Pope Francis on killing, assassinating my mother, Hélène Biyemi, on the 8th June 2020 to help us to implement the Congregation Hélène Biyemi of Sister of All Nation Woman Freedom. The sister of the Congregation Hélène Biyemi will commit to God as a member, daughter of Hélène Biyemi, religion, and spiritual destiny, activity, because she practiced charity, she healed people, she was making a miracle to heal people, she helped a woman, family, she solved political issues. When you come to see, she prayed for the politicians who were coming to her to ask her advice. She was a wise woman. If she's alive, she could be with me the 1st of July 2022 at New York. Enfin, la situation de Blé Goudé. Je suis là pour des solutions. Je ne suis pas là pour des futilités, des petits jugements. Oh non, il ne suit plus, il ne se bat plus pour nous, et tout ça. Je ne suis pas là. Vous ne pouvez pas connaître ma destinée. Vous ne pouvez pas connaître la hauteur avec laquelle je règle le problème. Vous êtes ici, moi je suis là. Donc vous ne pouvez pas comprendre quand même toutes les nations d'expertise. Je vous avais dit que vous prenez des millions, 140 millions, 400 millions de juristes, d'avocats, des juges, je veux les battre. Et je peux le démontrer dans le cas de Blé Goudé. Blé Goudé a été acquitté à la CPI. Alassane Ouattara lui donne un passeport, mais garde un jugement par contumace dans l'ordre domestique. Et aucun juriste ivoirien, aucun juriste africain, aucun juriste européen, aucun juriste américain, aucun juriste asiatique, aucun juriste australien, aucun juriste latino-américain peut régler cette question. Soit on va vers la solution politique, c'est-à-dire que le président Ouattara puisse avoir la même considération que le président Laurent Gbagbo, qui a connu un cas similaire, donc une solution politique pour la paix. Blé Goudé rentre avec ce passeport, mais que la condamnation par contumace, une false condamnation, puisse être inappliquée, soit on va vers le juridisme étroit, parce que je suis le garant de la Charte des Nations Unies. Lorsque, d'un côté, on a une décision qui acquitte, une décision dans l'ordre international qui acquitte un politicien de ce qui lui a été reproché, et pour les mêmes faits, il y a une décision de justice en Côte d'Ivoire dans l'ordre domestique qui retient les mêmes faits. Nous sommes là dans une situation de litispendance, et c'est moi qui ai réglé cette question-là dans le domaine pétrolier et pénal. Il y a conflit de décision, une décision d'acquittement. Je l'ai pratiqué aussi pour relâcher, influencer
influencé Fatou Bensouda pour relâcher Jean-Pierre Mbemba. Donc une décision d'acquittement au niveau international, sous le droit international, et une décision pour les mêmes faits de condamnation par contumace pour les mêmes faits, et le même individu, le même leader, il y a donc conflit de décision. Du coup, la solution que j'avais proposée dans l'ordre international est acceptée par toutes les nations. C'était le principe d'exclusivité de la clause dénationalisée. Donc la décision par contumace tombe si c'est les mêmes faits, puisqu'on ne peut pas juger un individu pour les mêmes faits deux fois. Voyez-vous, j'ai encore d'autres explications à vous donner, parce que là, il y a un acquittement, l'autre, on retient les mêmes griefs. Dans l'ordre domestique, dans l'ordre international, il y a un acquittement. L'acquittement et la condamnation sont en conflit domestique et international. Le principe d'exclusivité de la clause dénationalisée, de la compétence dénationalisée, fait tomber directement la décision dans l'ordre domestique, fait tomber directement, écrase cette décision-là, fait la rend désuète. Donc je pourrais encore vous expliquer ça, parce que vous ne pouvez pas comprendre ça. Je suis à un haut niveau, ce n'est pas n'importe qui veut être expert international qui peut, et ce n'est pas n'importe qui aussi qui peut être procureur international des affaires pétrolières, minières et énergétiques des Nations Unies. Voyez-vous, je suis aussi cofondateur du barreau pénal international près de la Cour pénale internationale à La Haye. Je suis cofondateur. Donc je connais très bien les situations de règlement de procédure. On a discuté sur ça à Montréal, à Paris et tout ça. Donc avec Maître Popov de Saint-Pétersbourg, le professeur Bennett en Amérique, les avocats sénégalais, les avocats de la Grande-Bretagne et de toutes les nations, en fait, qui étaient là. Donc voilà, à peu près, Blé Goudé doit rentrer sans condition, et le gouvernement ivoirien a les mains liées d'appliquer la décision par contumace, parce qu'il était prévu, quand il rentre, on va réviser le procès. Or, justement, le principe d'exclusivité de la compétence dénationalisée ne permet pas la révision d'une décision par contumace lorsque, pour les mêmes faits et le même individu, le cas de la litispendance, l'individu a bénéficié d'un acquittement dans l'ordre international. Voilà à peu près comment je contribue à... Votre secrétaire général des Nations Unies connaît très bien, est professeur du droit international, professeur de la diplomatie, parce que la diplomatie, ce n'est pas ce qu'on me fait miroiter ici, oh non, c'est la mission suisse, non. La mission suisse n'a rien à voir avec mon statut de procureur international des affaires étrangères. C'est la Convention de Vienne qui régit justement les droits diplomatiques et consulaires. Et je suis un sujet de droit international. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ça, mais voilà à peu près aujourd'hui, le 3 juin 2022, ce que j'avais à dire pour résoudre les questions, pour souhaiter la paix aux Ivoiriens, pour souhaiter un avenir meilleur aux Ivoiriens, un avenir meilleur aux Guinéens, un avenir meilleur aux Maliens et à toute l'Afrique, à toutes les nations, en Amérique latine, en Europe et en Asie. Merci.